implémentation de l'algorithme de Dijkstra, d'accord? Donc on va reprendre un peu les problèmes. Donc pour vous souvenir un peu de comment ça se passe, et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez demandé d'apprendre consciencieusement votre cours sur les parcours, d'accord? En fait, l'algorithme de Dijkstra ressemble quand même fortement à un algorithme de parcours, avec une nuance et un ajout, enfin une modification et un ajout. La première modification, c'est qu'au lieu d'utiliser soit une file pour un parcours en largeur, soit une pile pour un parcours en profondeur, on va utiliser ce qu'on appelle une file de priorité. D'accord ? Autrement dit, ce que vous allez insérer dans la file et ce que vous allez en sortir, ce n'est pas uniquement un sommet, mais un sommet muni d'un poids particulier qui, je vous le rappelle, est la somme entre la longueur de l'arc pour atteindre ce sommet depuis son parent qui est sorti dans l'algorithme avant et le poids du parent précédent. D'accord ? Et on sort toujours le plus petit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième rajout, c'est qu'on doit se souvenir de comment on a introduit ce sommet dans la file de priorité, c'est-à-dire en fait via quel sommet il a été vu pour la première fois. D'accord ? Enfin, pas pour la première fois d'ailleurs, il a été introduit et le moment où ce sommet sort pour la première fois, le sommet dont il se souvient, c'est le sommet qui est son prédécesseur dans le chemin le plus court que vous êtes en train de chercher. Donc vraiment la seule différence, c'est une histoire de complexité d'écriture, au sens où les éléments que vous allez introduire dans la file de priorité sont en fait des listes ou des tubes, ça on s'en fout, c'est pas très très grave, c'est un élément multiple, mais qui va contenir en fait 3 éléments au lieu d'en introduire un seul. Le sommet, sa dénomination, je vais y arriver, sa pondération et le parent d'où il vient. D'accord ? C'est cette mémoire-là qui va vous permettre de reconstituer le chemin a posteriori. Donc cet exemple-là, ce paradigme-là, le fait de trouver une solution optimale en optimisant le processus au fur et à mesure et de reconstruire le chemin tout à la fin, c'est en fait un paradigme de programmation dynamique. C'est votre premier exemple de programmation dynamique en fait. Dijkstra aurait tout à fait sa place dans le chapitre programmation dynamique, mais c'est évidemment un pont entre le chapitre graphe et le chapitre programmation dynamique. C'est vraiment exactement comme ça que ça fonctionne. On fait ça ? Donc on est parti, on va se donner les objets dont on a besoin. Donc on y va. Je ne fais pas un paragraphe de plus. Je ne sais pas comment ça s'appelait, mais ça s'appelait algorithme d'extra, c'est ça? Ah oui, on n'avait rien écrit du tout, vous avez juste suivi comment ça marche, d'accord. Donc on est parti pour implémenter d'extra. On se dote des outils suivants. Et on rappellera le principe. Alors, bien entendu, pour implémenter d'extra, il nous faut un graphe. D'accord? Déjà, ça c'est la base. Donc, un graphe que je vais appeler G. D'accord? Une fonction que je vais appeler voisin de S dans G. Voisin de S dans G, c'est une fonction qui va vous donner la liste des sommets immédiatement accessibles depuis S, c'est la définition des voisins. D'accord? Qui retourne la liste des voisins dans G. Et à chaque fois que vous retournez le voisin, vous retournez également le poids de l'arc qui vous permet d'aller à ce voisin. D'accord? Ainsi que le poids de l'arc correspondant. Alors, petite remarque, je vais faire ça. Je vous rappelle que le mot arc et le mot arête sont des mots similaires, d'accord? Arc, c'est pour les graphes orientés, arête, c'est pour les graphes non orientés. Le programme considère que arête, c'est partout pareil, d'accord? Donc, je vais essayer de me conformer à arête. Mais si j'utilise le mot arc, vous inquiétez pas, c'est la même chose, d'accord? Petite remarque pour celles et ceux qui ont un peu oublié le cours de l'année dernière, je vous rappelle que si vous avez un graphe non pondéré, c'est absolument pas grave parce que vous pouvez le décrire comme un graphe pondéré où toutes les pondérations valent 1, d'accord? Et si vous avez un graphe non orienté, c'est pas grave puisque un graphe non orienté, c'est tout simplement un graphe orienté, vous avez un arc dans les deux sens.
Donc, h pour chaque truc. Donc, grosso modo, en fait, si l'algorithme donc on va se placer dans un graphe, en toute généralité, qui va être orienté, pondéré, sachant que c'est vraiment qui peut le plus, peut le moins dans cette histoire-là. D'accord. Donc, on va faire ça, mais ça n'aura aucune incidence sur l'implémentation de l'algorithme par ailleurs. On est d'accord là-dessus? Donc, en fait, cette fonction, si je la type, d'accord? Donc, voisin, si je la type comme ça, elle va donc retourner un tuple, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va retourner en fait un tuple qui va être un sommet et un entier. D'accord? Si vraiment je veux la typer complètement. Alors, je me limite aux entiers. Comme vous le savez, faire des calculs des flottants, c'est jamais une bonne idée, donc c'est assez rare qu'on fasse des graphes avec des flottants en paramétrage. Mais bon, pour l'instant, je me limite aux entiers. On est d'accord là-dessus? Je réfléchis un peu, mais c'est la seule fonction de graphe dont on a besoin. D'accord? On n'a pas besoin d'une fonction qui génère tous les sommets, on n'a pas besoin d'une fonction qui fait ça. C'est la seule fonction dont on a besoin sur les graphes. Troisième objet, une file de priorité. Une file de priorité où on insère un... alors, je ne sais pas si je fais un tuple ou une liste. Un tuple, allez, je vais faire comme ça. Un tuple à 3 éléments. Et donc ce tuple, ça va contenir un sommet, une pondération, qui va être la pondération dans la file de priorité. Et le troisième objet, c'est un sommet parent. D'accord? Qui est là pour information et qui est spécifique à Dijkstra pour le coup. Je vous rappelle que la semaine dernière, quand on a fait tourner l'algorithme Dijkstra, on n'avait pas cette particularité-là. Et on s'était rendu compte tout à la fin de la séance, si vous vous souvenez, qu'on avait le poids du chemin le plus court, mais qu'on n'avait pas le chemin. D'accord? Ouais. Pondération. Voilà. D'accord? Alors, pondération, vous préférez le mot peut-être priorité, c'est mieux, non? Ouais, je vais mettre priorité. Voilà, je vais mettre priorité, ça vaut mieux. C'est mieux que pondération. Ce truc-là étant un entier, par ailleurs, et les autres sont des sommets du graphe, donc on ne sait pas trop quelle est leur nature. D'accord? Et ça, c'est un sommet par an. Et on a bien entendu, donc cette file de priorité, ça va être la file de priorité à faire, d'accord? C'est exactement le même mécanisme que dans les listes. Et il nous faut est-ce que j'en ai besoin? Oui, il nous faut un dictionnaire qui va en fait retenir à chaque fois un dictionnaire qui va retenir finalement l'association parent-enfant pour pouvoir reconstruire le chemin tout à la fin. D'accord? Donc un dictionnaire retenant, je mets des guillemets en fait, l'hérédité dans le chemin trouvé. Voilà. Je fais un petit scan. C'est toujours très dangereux quand on code de se dire voilà tous les objets dont j'ai besoin et ensuite commencer parce que je suis sûr que je vais en oublier. Je vérifie comme ça. Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Et bien entendu, pour que l'algorithme fonctionne, un sommet de départ et un sommet d'arrivée, mais qui là sont les paramètres de la fonction que je vais appeler Dijkstra, d'accord? Et donc il va prendre comme argument 3 arguments, le graphe, le sommet de départ, le sommet d'arrivée, d'accord? Voilà. Donc le tout est encapsulé dans une fonction que je vais appeler JK Dijkstra de G S0 SF, où les notations sont, je le suppose, quasiment évidentes. G c'est le graphe, S0 c'est votre sommet de départ, SF c'est votre sommet d'arrivée. D'accord? Dijkstra doit sortir le chemin le plus court et je vais essayer en passage que ça sorte également le poids de ce chemin. Donc grosso modo, le type de retour de ce truc-là, ça va être une liste et un entier. D'accord? Voilà. Donc ce truc-là va retourner
entier, la liste contenant donc un tuple, la liste contenant évidemment le chemin qui vous intéresse, qui est une liste de sommets, et l'entier qui est le poids du chemin. D'accord. Je crois que j'ai rien oublié de ce qu'il nous faut pour faire l'algorithme de Dijkstra. Bon, c'est ceux qui l'ont déjà vu, j'ai rien oublié. Si vous savez pas, on verra bien. D'accord. Je vous recommande de laisser quelques lignes entre ça et le début de l'algorithme que je vais faire maintenant, au cas où j'aurais besoin de faire un petit copier-coller dans cette histoire, mais j'ai l'impression que j'ai tout. On est d'accord? Donc laissez quelques lignes, ça vous évitera de gueuler si jamais j'ai oublié un truc. D'accord. Bon, on est parti. Et donc, on va implémenter ça comme ça. Donc je prends mon bleu favori pour faire du Python. C'est la première fois qu'on fait du Python ensemble, je crois, non? Ah si, non, on a fait les parcours quand même, il y avait un peu de Python quand même, voilà. G, S0, SF, d'accord? Donc je la type pas, j'ai déjà typé là-haut, c'est parce que je manque un peu de place, donc voilà, mais si vous avez envie sur votre feuille de mettre des flèches et des machins choses, vous pouvez, c'est une forme de problème. D'accord? Donc on est parti, je vais implémenter tous mes objets un par un, d'accord? Donc j'ai ma fonction voisin, d'accord, qui se balade là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je vais définir, comme pour les parcours, une grandeur à faire, d'accord, qui est une file de priorité vide, d'accord. Donc je vais les appeler fil P vide, comme file de priorité vide, d'accord. Alors petite remarque, je n'ai pas reprécisé sur les files de priorité, mais il va de soi qu'une file de priorité, à l'instar d'une file, vient avec tout son package habituel, c'est-à-dire top, dernier, insert, etc. etc. D'accord. Ce sera les mêmes que pour les files de priorité précédentes. Donc au départ, cette truc est vide, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais insérer S0 dans affaires. Autrement dit, j'ai un sommet à traiter au départ qui est mon sommet de départ. Alors, je commence à dire n'importe quoi, je la refais. Voilà. Donc, je vous ai dit que dans la file de priorité, on insérait quoi? À chaque fois, le sommet, la priorité et le sommet parent. D'accord? Donc, on va insérer là-dedans un tuple. Donc, le premier élément, c'est S0. Quelle est sa priorité dans cette histoire? Autrement dit, quelle est la longueur du chemin optimal qui permet d'aller de S0 à S0? 0. D'accord. Si vous avez suivi l'algorithme de Dijkstra, à chaque fois, c'est à ça que ça ressemble. 0. Et quel est son parent dans le chemin concerné? C'est ça qui est important. Non, c'est pas lui-même. Ouais, il n'en a pas, effectivement, c'est non, et c'est le seul qui va être dans ce cas-là. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va savoir quand on remonte qu'on est retourné au point de départ. Dans affaires. Vous remarquez qu'en TD, la nomenclature des piliers des fiches, je ne l'ai pas faite comme ça. Je le fais exprès pour que vous vous habituiez justement à changer entre des fonctions qui s'appliquent à des objets et des méthodes qui viennent avec les objets. Et il nous faut un dictionnaire, d'accord, d'hérédité, d'accord. Je vais l'appeler tout simplement chemin ou parent, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appeler parent, tiens, voilà, parent. Voilà. Et je vais tout simplement dire que c'est un dictionnaire vide. Petite remarque, je préfère cette nomenclature-là avec la nomenclature avec la double accolade, tout simplement parce que avec la double accolade, Python ne sait pas encore si c'est un dictionnaire ou un set. D'accord. Le dictionnaire est vide pour l'instant, d'accord. J'ai absolument pas besoin de le remplir parce que je le remplirai dès que S0 va sortir dans cette histoire. D'accord. Et vous reconnaissez exactement. Je vais peut-être faire. Est-ce que j'en ai besoin? Ouais. Je vais l'appeler longueur plus que taille, ce sera peut-être mieux. Je vais me munir. Je pense que j'en ai pas forcément. Enfin, on peut le faire tout à la fin, mais je peux directement faire longueur comme. Est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Est-ce que j'en ai besoin? Non, j'en ai pas besoin en fait. Non, non, pardon, c'est débile. C'est complètement débile. Non, non, parce que je sais pas en fait au fur et à mesure ce qui se passe. Donc j'en ai pas besoin. Très bien. Si vous avez appris vos parcours, sur la même condition, tant que, effectivement, ouais, note est vide à faire. D'accord? Donc en fait, vous travaillez tant que tant qu'il vous reste des trucs à faire. Non, c'est pas très compliqué. J'aime bien ces dénominations, je pense que vous commencez à voir mon style de codage. J'aime bien avoir des dénominations qui me racontent l'algorithme en fait. D'accord? Donc il y a des trucs à faire, bah, on bosse quoi. D'accord? Voilà. Alors, il est possible, on peut faire autre chose ici, en particulier, on peut raffiner un peu, quand même. Moi, je vais le faire très peu élégamment. Je vais mettre un break à un moment donné. Vous connaissez break ou pas du tout? Vous avez déjà croisé ce genre de choses? Ouais. Ouais. Je sais pas si Madame Cousy fait break. Moi, j'aime pas break du tout. Moi, j'aime pas ça. Alors, il y a deux façons de faire. Moi, je vais mettre un break, mais il y a une autre façon plus élégante de faire, c'est de dire, en fait, de mettre un booléen qui s'appelle continue. D'accord? Alors, on peut pas l'appeler continue en Python, parce que continue, c'est réservé au système. Donc, moi, je l'appelle go on en général. D'accord? Et ça va me permettre d'arrêter la boucle while quand je vais tomber sur mon sommet de fin. Parce que si je cherche le trajet pour aller à Paris-Lyon, je m'en fous que le truc calcule. Je vous rappelle que l'extrait est capable de calculer le trajet optimal sur l'intégralité des nœuds. D'accord? Donc ce que je vais faire, vous avez le droit de le rajouter, je vais mettre un petit booléen que j'appelle gohan ici. D'accord? Gohan, c'est bon, votre niveau en anglais est suffisant pour comprendre ce que ça veut dire. D'accord. Voilà. Et ici, je vais rajouter un end. Gohan, d'accord? Donc autrement dit, ça va être un bouton. En fait, si vous voulez, ce truc-là, c'est un truc que vous croiserez un certain nombre de fois. C'est déjà sorti au concours. Mais ça s'appelle un bouton d'arrêt d'urgence, d'accord? C'est je plombe quoi. S'il y a un problème, vous appuyez sur le bouton et ça s'arrête, c'est-à-dire que votre boucle while se casse. Je trouve ça à titre très personnel beaucoup plus élégant qu'un break. Surtout si vous avez des boucles imbriquées, vous savez jamais où le break, enfin vous savez jamais, si on sait, mais ça peut être pénible de savoir où mettre le break pour être sûr que c'est bien la bonne boucle que vous arrêtez. Je vous rappelle que break, pour celles et ceux qui aiment ça, n'arrête que la boucle dans laquelle le break est. Attendez, si vous avez un while, un for, machin, vous mettez un break là, ça arrête que la dernière, ça arrête pas tout le process. D'accord? Donc j'aime bien mettre un truc où je sais exactement où est-ce que mon booléen va appuyer. Vous êtes d'accord que dès que gohan vaut faux, l'intégralité de cette expression devient fausse et c'est terminé. On est d'accord? Table de vérité de et. Bien. Maintenant qu'on est là-dedans, on va pouvoir commencer la boucle. Et donc, c'est ce trait là qui m'intéresse. D'accord? Donc, vous voulez que je matérialise celui-là aussi? Ça sera peut-être mieux. Voilà, allez, je fais ça. D'accord? Donc, pour l'instant, on en est au niveau de la fonction et au niveau du while, comme ça. D'accord? Voilà, donc on est à deux niveaux d'indentation pour la suite. Hein. Pour vous, vous en foutez, mais moi, je suis un peu obligé parce que je manque un peu de... Si j'écris là, vous n'avez pas aimé du tout la suite. D'accord? Donc, première chose qu'on fait, on sort le sommet qui a la priorité la plus faible. L'implémentation de cet aspect-là n'est absolument pas à votre programme. Vous savez que ce truc est implémenté quelque part par quelqu'un qui a pris soin de vous avant. D'accord? Donc, on y va. Et ceci sort, comme je vous ai parlé, un tuple à 3 éléments. D'accord? Donc, je vais les appeler comme ça. CS pour... Alors moi je fais des gros mélanges franglais dégueulasses, j'appelle ça current sommet, d'accord? C pour celui qu'on est en train de regarder, S pour sommet, d'accord? Voilà. P qui est sa pondération et CP comme current parent, d'accord? C'est celui qui est sorti. Oui. Ah bah non, bah ça tu fais ce que tu veux, tu peux l'appeler Riri Fifi Loulou, c'est comme tu veux, enfin tu fais vraiment ce que tu veux de ta vie. Hein. Moi j'ai tendance... En fait, l'idée est simple. Ma façon de coder est héritée du fait qu'à un moment donné, j'ai codé des programmes de plusieurs centaines de milliers de lignes et qu'à un moment donné, il faut deux contraintes. Un, pas avoir des noms de variables trop longs, ce qui est une grande caractéristique des concours qui ont des variables avec des noms longs comme le bras, et avoir des variables quand même qui te parlent, qui te disent ce que c'est. Parce que sinon, quand tu te replonges dans le code 2 mois plus tard, tu comprends plus rien ce que tu as écrit. Donc il faut des petites habitudes. Mais ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Dans les concours, on vous donnera en général. Souvent, c'est quand même des programmes à compléter, des machins, les variables sont déjà vachement nommés, etc. etc. Donc
C'est très verbeux, les sujets, la façon de coder des concours. D'accord? Petite remarque, ça signifie également que si vous utilisez ChatGPT sur un sujet de concours, ça va se voir, mais à fond, parce que ChatGPT a une façon de coder qui est exactement opposée à celle des concours, quasiment. Donc voilà, pas le même style. Donc CSPCP, on est parti, donc c'est enlève de la file de priorité que j'ai appelée affaire. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois vous sortez un tuple à 3 éléments, vous connaissez cette mode d'affectation? Comme ça sort un tuple, vous pouvez affecter directement élément par élément les trois trucs. C'est très très utilisé ça, en général dans les sujets. D'accord? Première chose qu'on va faire ici, on est en train de sortir un sommet, et donc on va vérifier que, 1, il n'est pas déjà dans le dictionnaire. S'il est déjà dans le dictionnaire, ça signifie qu'on l'a déjà croisé, et donc on n'est pas en train de faire le schéma optimal. D'accord? Donc mon dictionnaire va également servir de déjà vu pour éviter de continuer. D'accord? Donc, première étape, if note. Et donc, ce qu'on vérifie, c'est que le sommet qu'on est en train de voir, CS, in parent. D'accord? Et petite remarque, si jamais il est dans parent, vous ne faites rien. D'accord? Tout simplement parce que ça veut dire que vous avez déjà sorti ce sommet et que donc, la deuxième fois qu'il sort, c'est pas le schéma optimal vers ce sommet, donc c'est pas la peine de vous exciter avec ça. D'accord? Voilà. Donc, si CS n'est pas dans parent, première chose à faire, vous allez créer la clé en écrivant que parent de CS est égal tout simplement à ça. D'accord? C'est le parent que vous aviez quand vous l'avez inséré dans la file de priorité. Petite remarque, pour votre premier sommet, ça va donc être none. Et a priori, ce sera le seul qui sera comme ça. Ok? Voilà. Donc, on est dans ce niveau d'indentation-là. Je vais essayer de faire ça, là, parce que voilà, on va pouvoir coller ça là. C'est juste, sinon je vais manquer de place à un moment donné. Et si on fait ça, eh ben on fait la même chose. On va explorer l'intégralité des voisins de votre sommet courant, à savoir CS, d'accord? Et on va les mettre dans la file de priorité. On est parti. Donc, for. Alors, c'est pareil, vous voyez que quand vous allez sortir les voisins, je vous ai dit que la fonction voisin sortait à la fois la liste des tuples à 2 éléments. Un qui contient le voisin, 2 qui contient le poids de l'arc vers ce voisin. Donc, en gros, je vais faire V, et je vérifie que je ne dis pas de conneries. Alors, P, je l'ai déjà, on est d'accord? Je vais l'appeler PV, d'accord? Voilà. Donc, V, ce sera le voisin. PV, ce sera le poids de l'arc vers le voisin. D'accord? In, et j'avais une fonction in voisin de... Alors, voisin de qui? On vérifie si vous suivez en même temps ce qui se passe. Ouais. De CS, d'accord. Alors, je l'avais défini comment? J'ai mis le graphe d'abord et... Sommet puis graphe, voilà. In CSG, d'accord, voilà. Donc là, le truc va parcourir tous les voisins avec la pondération. Et donc, il va falloir que vous insériez tous ces voisins dans la file de priorité avec la bonne priorité. Alors, la précaution que je vais prendre après n'est pas obligatoire. Parce qu'en fait, si vous réinsérez un voisin qui est déjà dans la file de priorité, ou qui a déjà été croisé, c'est pas très grave. En fait, il sera non traité quand il ressortira là-haut. De manière générale, si vous voulez avoir une similarité avec les parcours, vous pouvez également verrouiller le truc pour éviter d'augmenter la taille de la file de priorité. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Alors, on ne scanne pas toute la file de priorité pour savoir si c'est dedans. On scanne le dictionnaire parent pour voir si par hasard on n'a pas déjà traité ce truc-là. Ça évite en particulier de faire ça, puis de revenir en arrière, ce qui est complètement stupide, d'accord, même si ce sera dégagé à l'arrivée, d'accord. Donc, toujours pareil, if v, if not, v in parent. Alors, j'en profite pour réviser un tout petit peu les dictionnaires. Quand vous faites un test d'appartenance à un dictionnaire, ce que vous testez, c'est l'appartenance du truc en tant que clé, pas en tant que valeur. D'accord? D'où le fait que j'introduis CS comme une clé et valeur. C'est bon, cette nomenclature-là, vous la reconnaissez, c'est comme les listes, hein, sauf que ici, vous avez un jeu clé-valeur. Donc, si V n'est pas dans parent, autrement dit, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore sorti pour une première fois de la liste de priorité. Oui, je t'écoute. Dans le for?
Ah bah, en fait, dans la documentation de voisin que j'ai effacée, mais que toi tu dois encore avoir sur ta feuille, voisin sort deux éléments. Le sommet et le poids de l'arête, de l'arc qui va vers le sommet. Donc ça c'est le voisin, ça c'est son poids. D'accord. Voilà. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc on est parti, on insère tranquillement les diverses choses. Alors, mon algorithme mal foutu, mais je ne vais pas tout effacer parce que ça va vous faire chier. En théorie, on doit tester ici surtout, si CS c'est pas le chemin courant, si le sommet d'arrivée, et s'arrêter tout de suite, d'accord? Ça évite une opération supplémentaire. Je me concentre sur l'algo, mais de point de vue intelligence, ce test aurait dû être plus tôt. Pas grave. Mais là, si j'efface tout, vous allez vraiment vouloir me tuer. Moi, ça va, c'est facile, mais vous n'allez pas être content. D'accord. C'est absolument pas grave, c'est juste que vous faites une étape de plus avant de vérifier si vous n'êtes pas en train de faire pas grand-chose. Donc on y va, on insère dans Affaires. Et je vous rappelle que quand on insère dans Affaires, il va falloir que vous insériez un tuple à 3 éléments. D'accord? Donc, le tuple que vous allez insérer, premier élément, c'est un des voisins, d'accord? Donc V. Deuxième élément, la pondération, la priorité, qui est constituée du poids pour lequel vous avez atteint le parent, plus le poids de l'arc pour atteindre le voisin. Autrement dit, c'est constitué de P plus PV. D'accord? Donc P plus PV. Et vous insérez le parent avec lequel vous avez... Enfin, vous renseignez également le parent avec lequel vous avez inséré V, c'est-à-dire... C'est qui, ici? C'est CS. D'accord? Voilà. Clac. Oui. Si vous mettez un tuple dans Affaires. Je ne l'ai pas mis dans le même sens. Bah si, si c'est ça. Le sommet, son poids. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Bah tout simplement parce que j'oublie ma propre doc. Voilà. Ça arrive à des gens très bien. Petite remarque, non, c'est pas PV justement, c'est PV plus P. C'est S dans Affaires. Voilà. Petite remarque, ce genre d'erreur, c'est extrêmement courant en concours. Vraiment, faites gaffe quand vous avez une fonction à mettre bien les arguments dans le bon sens. C'est de là à dire que j'ai fait exprès, c'est un pas que je franchirai pas quand même, mais factuellement, c'est le genre d'erreur qui arrive très souvent quand on fait un peu autre chose que d'écrire le code. Voilà. Alors je vais faire mon tableau en propre, sinon je vais m'en sortir. Voilà. J'ai quasiment fait... En fait, l'algorithme est fini. Vous voyez qu'en fait, on a fait beaucoup de temps sur le sujet pour que vous compreniez comment ça marche, parce que c'est un algorithme très court. Parce que finalement, l'algorithme est fini. Donc là, en fait, on a rempli notre fil de priorité. Et c'est terminé. En fait, on sort du if. On a parcouru tous les voisins. D'accord? Et on sort de ce if-là. D'accord? Donc en gros, donc j'ai une deuxième barre là ici. Donc je continue ce truc-là. Je continue ce truc-là. D'accord? Voilà, comme ça. Ça, je vous rappelle, c'est la barre de ma fonction. Et ça, c'est la barre de mon while. D'accord? Qui est ici. Hein. Ok? Et donc, là, je vais mettre une condition intéressante que j'aurais pu mettre directement ici. Ces deux ifs peuvent être permutés. C'est d'ailleurs plus intelligent de les permuter, mais j'oublie. Voilà. Pas très grave. Donc, en fait, on va s'arrêter si on tombe sur le sommet d'arrivée. D'accord? Comment on fait pour savoir si on est tombé sur le sommet d'arrivée? Quand on l'a sorti de la pile. Ouais, en fait, on va comparer CS, le sommet qu'on est en train de regarder, est égal à SF, d'accord? Là, en fait, vous êtes tombé sur le sommet d'arrivée. Et comme vous êtes tombé sur le sommet d'arrivée, première chose, on arrête l'algo. Donc, qu'est-ce que je fais pour arrêter l'algo? C'est comme mon bouton stop. Vous prenez Gohan et vous le mettez à false. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire que quand il va reboucler dans le while, il va s'arrêter, il va faire la suite. Oui. Là, ce if-là, il est au même niveau que le if là. Donc, il est en dehors de ce if, en fait. D'accord? Voilà. On aurait pu les permuter, encore une fois. Hein. Ça évite de réinsérer les enfants dans un truc qui ne vous intéresse pas. Et du coup, on a deux ifs qui suivent. On a deux ifs qui suivent parce qu'ils sont... ne parlent pas de la même chose, en fait. Voilà. J'aurais vraiment pu faire un if ça et sinon un else, un elif avec ce qui se passe derrière. Hein. D'accord? Mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas... En fait, ce qui m'intéresse...
D'un point de vue algorithmique, c'est pas très intelligent ce que je viens de faire. D'un point de vue pédagogique, c'est mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez le cœur de ça. Le point d'arrêt n'est pas forcément essentiel. Donc, go and go false. Et ce qui m'intéresse ici, c'est on retient la taille du chemin, d'accord, tout d'un coup. Et c'est là que ça va m'intéresser. Quelle est la longueur du chemin, en fait? Là, en fait, j'ai accès à la longueur du chemin optimale pour aller jusqu'à mon sommet final. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ouais, c'est... Bah, en fait, on vient de sortir le voisin, je vous rappelle, d'accord? Et donc, la taille du chemin, c'est P. En gros, je vous rappelle que la priorité, c'est à chaque fois la longueur du chemin optimale pour atteindre le sommet. Donc, la longueur de mon chemin, c'est P. Je le mets, je le garde précieusement sous mon bras parce que c'est ce qui va me permettre de sortir ça tout à la fin. Longueur ACP. Et puis c'est tout. Puisque ça y est, c'est fini, je m'arrête tranquillement dans cette histoire. D'accord. Ah non, il m'en manque. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, si, quand même, quand même. Ah. Non, c'est bon. Un des aspects intéressants de l'avoir fait comme ça, c'est que j'ai pas besoin de remettre le parent de CS dedans, il est déjà fait par ce truc-là, a priori. D'accord. Donc voilà. Donc maintenant, on sort du if, on sort du while, pardon, d'accord. Ici, et donc on n'est plus uniquement dans la fonction, et en fait, ce qui nous reste à faire, c'est pas très compliqué, c'est de remonter depuis le sommet final jusqu'au sommet initial tout le chemin pour avoir la liste, pour avoir le chemin complet. D'accord. Donc là, on est parti. Je prends donc une variable que je vais appeler chemin. Et chemin, en fait, je vais tout simplement mettre le sommet final dedans. D'accord. Et je vais me donner une variable qui est relativement simple. Je vais l'appeler... je vais l'appeler CS2, d'accord? Parce que je suis encore en train de regarder les sommets. Petit 3, vous pouvez l'appeler CS, il y a que ça pour faire plaisir, mais c'est toujours confusant d'utiliser la même nom pour deux variables différentes. J'appelle CS2, voilà, sommet courant, voilà. Et ça, ce sera SF. Ok? Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des choses dans le chemin tant que le parent de ce sommet-là n'est pas non. D'accord? Et là, c'est pas très compliqué. Comment je fais pour connaître le parent de ce sommet-là? Ben, en fait, c'est pas compliqué, j'ai rempli au fur et à mesure. Le truc s'appelle parent. Donc le parent de ce sommet, c'est le parent de ce sommet, c'est bien les variables qui ont les bons noms. Donc tant que parent de CS est différent de non, autrement dit, tant que vous n'êtes pas tombé sur votre sommet de départ, eh bien vous allez faire un truc très simple, vous allez rajouter son parent à la liste et vous allez changer de sommet, et vous allez faire la même chose avec son parent. Oui. Parent de CS, CS2. Donc je vais réactualiser CS2. CS2, ça va être parent de CS2. Et alors là, il y a une petite conversation esthétique. Je vais faire un préalable pour aller là-bas. Alors, si vous faites un append, c'est pas terrible parce que votre chemin sera dans le mauvais sens. En fait, vous allez commencer par le chemin final et vous allez aller jusqu'au chemin initial. Donc c'est pas grave en soi, mais ça vous oblige à retourner votre liste à la fin pour avoir le chemin dans le bon sens. D'accord? Je ne sais pas du tout comment c'est fait en vrai, ça se trouve, les logiciels savent que le chemin est dans le mauvais sens et ensuite ils parcourent la liste dans l'autre sens pour vous donner le chemin à parcourir. Hein, d'accord. Moi, d'un point de vue strictement esthétique, j'aime bien que le chemin soit dans le bon sens. Donc au lieu de faire un append, je vais faire une concaténation en rajoutant le parent devant. Au lieu de le mettre à la fin, je le mets au début, d'accord, pour que ce soit dans le bon sens. Donc ici, je suis à 2 niveaux d'indentation, je suis encore dans mon deuxième while là. Et je vais faire donc, mon truc s'appelle chemin. Et donc je vais dire que c'est tout simplement CS2, qui maintenant, je vous rappelle, contient le parent plus chemin. Ce qui me permet en fait de rajouter le parent, non pas à la fin de la liste, mais de le rajouter au début. D'accord? Voilà. Et en fait, vous tournez comme ça. Donc vous voyez que vous allez remonter en fait tout le dictionnaire parent, tac, 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 jusqu'à ce que vous tombez sur le sommet de départ.
Et puis là, vous faites rien, puisque grosso modo, vous ressortez du web. Et donc, bien entendu, on n'oublie pas de conclure, c'est toujours la même chose. On retourne les deux éléments qui nous intéressent. On a une magnifique liste qui contient le chemin. Et on a magnifiquement la taille de la liste qui est longueur. Alors, petite remarque, on peut également reconstruire la longueur au fur et à mesure qu'on construit les parents, mais ça ne sert à rien puisque l'algorithme de Dijkstra en tant que tel contient la longueur du chemin optimal. Donc cette histoire-là, donc il n'y a pas de prise de tête. D'où le fait que ça ne servait à rien que je le mette dès le départ. Ça sert à rien de la construire au fur et à mesure, de toute façon, c'est pas bon. Et on a l'algorithme de Dijkstra qui est terminé. Vous avez votre chemin, la longueur. Le truc vous dit... voilà. Ouais. C'est une concaténation de listes. Ça me permet de rajouter l'élément en début de la liste et pas en fin de la liste. Si j'utilise append, en fait, je vais avoir dans l'ordre, je vais avoir le sommet d'arrivée, puis les sommets au fur et à mesure jusqu'au sommet de départ. Donc ma liste sera pas, pour moi, elle sera pas dans le bon sens. Donc, plutôt que de faire un append, alors je peux faire soit un append et retourner la liste à la fin, mais c'est un peu cochon, d'accord? Donc en gros, je prends ma liste et je colle le parent au début. Il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est de recréer une liste en prenant une liste qui contient qu'un seul élément et en la concaténant avec la liste que vous avez déjà. Vous collez, voilà. C'est la concaténation de listes de manière très générale n'est pas une opération extrêmement élégante, mais là on n'a pas vraiment le choix et je trouve ça plus élégant de faire ça que de faire la liste à l'envers et de la retourner, ce qui est quand même une opération très gourmande, alors que bon, enfin voilà, globalement si je vous demande de ranger quelque chose par ordre alphabétique, vous n'allez pas d'abord le ranger de Z jusqu'à A et ensuite tout replacer dans l'autre sens, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens, on fait ça directement. On est d'accord là-dessus? Vous avez réussi à suivre les niveaux d'orientation? Parce que c'est important quand même dans cette histoire. Et donc vous voyez que ça ressemble fortement à un parcours, d'accord? Sauf qu'en fait, vous avez simplement l'aspect reconstruction de la solution ici, et donc un objet de type file ou pile qui est un tout petit peu plus compliqué qu'une file standard, d'accord? Puisque vous insérez un tuple à 3 éléments au lieu d'insérer un tuple à un élément. Encore une fois, vous ne prenez pas la tête sur comment la file de priorité fonctionne en interne, comment elle est capable d'aller chercher la bonne priorité, avec quelle complexité, etc. Le truc que vous devez retenir, par contre, c'est que effectivement, et ça c'est un peu le gros angle mort du programme, c'est que la complexité de l'algorithme Dijkstra dépend essentiellement de la façon dont la file de priorité est implémentée. D'accord? Parce que vous voyez que ça, en fait, sur une file, c'est hyper simple. Vous rentrez un élément et puis vous ressortez l'élément avec une priorité. La complexité est toujours de 1. Ressortir le truc, c'est 1. Insérer, c'est toujours de 1. La file de priorité, vous mettez les éléments et vous devez quand même aller chercher à l'intérieur de toute la file quel est l'élément de priorité minimale. D'accord? Et ça paraît pas, mais c'est un algorithme de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? D'accord? Est-ce que quand on insère dans la pile, on trie déjà, et comme ça on peut faire une recherche dichotomique, pardon, pas une recherche dichotomique, c'est le minimum, donc on trie déjà, et donc sortir c'est facile, d'accord? Mais ça vous oblige à... Donc moi la façon dont je l'ai implémenté, si mes souvenirs sont exacts, c'est comme ça que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'insère un élément dans la pile, dans la file de priorité, pardon, je scanne tous les éléments, d'accord? Et je l'introduis au bon endroit. Comme ça, ma file est déjà triée. Et c'est facile d'insérer, parce que comme ma file est déjà triée, c'est pas très très compliqué en tant que tel. Donc grosso modo, la complexité de l'insertion, c'est la taille de la file divisée par 2. Un peu de choses, puisque en moyenne, grosso modo, il est en moyenne au milieu. Et ça me permet également de voir si jamais j'ai pas déjà inséré ce sommet avec une priorité plus élevée, de remettre à jour. Si jamais le sommet est déjà là, comme ça m'évite de faire gonfler inutilement la taille de ma file de priorité. Et par contre, sortir le truc, c'est en 1. Parce que bien entendu, celui qui a la priorité la plus basse, donc c'est classé par ordre décroissant de priorité, mais c'est celui qui est tout à la fin, et ça c'est pas très dur. Donc ça va dépendre essentiellement de la façon dont vous faites ça. Si vous mettez vos trucs en bordel et que vous devez faire une recherche, je vous rappelle que rechercher un nombre dans un objet, si jamais il n'est pas trié, c'est en n, vous devez scanner tout l'objet. Surtout là, parce que vous devez trouver la valeur minimale, donc en plus vous devez scanner l'intégralité du bordel à chaque fois. D'accord? C'est que du n, c'est pas très grave, mais ça rajoute des trucs quand même dans cette histoire. D'accord? Donc cette implémentation-là pose quand même 2-3 problèmes. Si vous voulez faire une... Alors, petite remarque, comme il me reste 2 minutes, on peut faire ça très vite.
La preuve de correction de Dijkstra est vraiment très difficile à faire. D'accord? Prouver en particulier que ça marche. Alors en fait, par ailleurs, c'est uniquement des maths. Ça utilise le théorème dont on a déjà parlé la semaine dernière, c'est que si vous avez que des nombres positifs, d'accord, un nombre plus un nombre positif est forcément plus grand que le nombre précédent. D'accord? Donc autrement dit, qu'à chaque fois que vous sortez un objet, il n'existe aucun chemin plus court qui va sortir. Et donc c'est comme ça qu'on fait la preuve de correction avec les mains. La preuve de finitude est absolument pas simple parce qu'en fait le variant de boucle est un mélange entre la taille de la file de priorité, d'accord, et l'ensemble des sommets du graphe. Si vous avez une file de priorité qui se remet à jour, c'est relativement simple. À un moment donné, au maximum, votre file de priorité va contenir tous les sommets du graphe. D'accord? C'est le pire cas, c'est le cas où votre sommet de départ est relié à l'intégralité des sommets du graphe. Là où. Et puis après, ce truc-là ne peut que descendre. D'accord? Voilà, avec une remise à jour. Donc c'est forcément une suite décroissante d'entiers, enfin, strictement décroissante d'entiers positifs, donc ce truc s'arrête à un moment donné. La difficulté de cette démonstration vous raconte également qu'évaluer la complexité de ce truc-là n'est pas simple. D'accord? Il s'avère qu'en moyenne, c'est en n puissance 2,4. C'est un truc un peu con comme ça. Enfin, c'est un espèce de puissance très bizarre en moyenne sur tous les graphes. Quand on fait un truc statistique sur est-ce que les graphes sont denses ou pas, etc., etc. Vous pouvez faire une majoration de ça, c'est qu'au pire, vous parcourez tous les sommets. Et au pire, vous parcourez tous ses voisins, d'accord, à chaque fois. Donc la majoration de la complexité, c'est le nombre de sommets multiplié par le degré maximal d'un sommet. Si vous avez un graphe complet, ça vous majore l'algorithme de Dijkstra par n cube. Je vous rappelle que le graphe complet possède n carré arrête, enfin, avec des sur 2, des carrés comme ça, mais à la louche c'est n carré, d'accord? Donc Dijkstra est majoré en complexité par n cube. En moyenne, c'est... si vous réalisez les articles sur le dépassement du mur de Dijkstra cet été, vous avez, ça pop dans les articles, cette complexité bizarre en n puissance. De mémoire, c'est 2,47 si je ne me trompe pas, et le nouveau, il a 2,32. Enfin voilà, il y a un truc, on gratte un peu, mais c'est un calcul statistique qui est compliqué. Mais souvenez-vous que grosso modo, Dijkstra est majoré par un grand état de n cube. Ce qui en fait un algorithme, certes polynomial, certes en n cube, mais qui n'a rien à voir, je vous le rappelle, avec la complexité de l'algorithme naïf qui était en n factoriel. On est content. Passer de n factoriel à n cube, on est vraiment content. Je vous invite à sortir votre calculatrice, à calculer 50 au cube, à calculer 50 factoriel, et vous allez très vite comprendre pourquoi vous êtes content. D'accord? 50 factoriel, vous avez une vague idée de la gueule que ça? Sortez votre calculatrice, vous allez voir la gueule que ça, 50 factoriel. Factoriel, ça montre... Vous avez jamais fait ça? Faire les tests de factoriel? Je suis même pas sûr. On va voir. Ça se trouve, c'est un peu trop pour votre calculatrice. Voilà. Donc 50 au cube, c'est pas dur à peu près, hein, ça fait 50 fois 2500, donc à la louche, ça fait 100 000, quoi. D'accord. Voilà. Vous savez combien 50 factoriel? Hein? Vous savez combien? 3 à 10 puissance 64, voilà. Donc vous comparez avec, si vous avez 50 nœuds, c'est-à-dire rien, vous comparez un algorithme qui fait 100 000 étapes par rapport à un algorithme qui en fait 10 puissance 64. 10 puissance 64, je vous rappelle que c'est largement plus que le nombre d'atomes dans l'univers, quand même. Juste pour information, c'est beaucoup.